prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas, que c'est une foutaise. Ils l'ont démontré. Alors que ce soit des choses que subodoraient beaucoup de gens depuis longtemps. Keynes, par exemple, l'avait subodoré depuis fort longtemps, puisqu'il pensait que la notion d'équilibre était une notion qui était absolument inadaptée à l'économie. Donc c'était la notion de déséquilibre. Que fondamentalement, l'économie était quelque chose de chaotique. Mais les économistes, les purs, les durs, les méchants, les libéraux, les plus prestigieux, ceux qui sont drapés dans tout le prestige de la science la plus dure qui soit, ont dit, Gérard Debreu, prix Nobel en tête, on dit, il y a 25 ans, ça ne marche pas. Un marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à l'équilibre, c'est pas efficace. Alors, retenez bien ces deux choses. Un marché, ça ne conduit pas à l'équilibre. Donc la loi de l'offre et de la demande, ça ne veut rien dire. Et ensuite, un marché, ce n'est pas efficace. Si vous laissez faire le marché, vous aurez la pire des solutions. Si vous laissez faire, vous aurez la pire des solutions. Merci, messieurs les libéraux, de nous l'avoir dit quand même. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. Donc quelqu'un qui aujourd'hui dit la main invisible, dit la loi de l'offre et de la demande, dit le marché, dit l'équilibre, dit l'efficacité, que c'est quelqu'un soit un escroc, ça arrive assez souvent, soit se voile les yeux, ça arrive aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, ce qu'un Sartre appelait un salaud, quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas dire, soit c'est quelqu'un qui est incompétent, bon ça arrive aussi. Supposedly they're supporting free trade. But what does free trade mean? First of all, a country like the United States, and the same is true to a lesser degree of Europe, can't participate in free trade agreements just for reasons of logic. They don't accept markets at home. If you don't accept markets at home, you can't be involved in free trade agreements. So it takes the U.S. economy, which is core of the post-war world economy. It's based significantly on the dynamic state sector of the economy. I mean, take the place where we're sitting, MIT. Now, what is MIT? Major, maybe the world's greatest technical institute, but it's also a funnel by which public funds end up in the pockets of private corporations. This is where things like the internet were developed, or the computers and other aspects of high technology, mostly at public cost and with the public taking the risks. It's been done under a Pentagon cover, which is a good cover for the electronics-based aspect of high-tech industry. And it went on for decades. I mean, computers and the internet were pretty much in the public sector for about 30 years before they were handed over to private corporations. And the same is true of almost anything else you look at. So it takes civil aviation. It's the largest export. It's almost an offshoot of the Air Force. That's why European and U.S. and Japanese and other countries, one of the main reasons that they are so interested in developing military aircraft, immediate spin-offs into the civilian aircraft industry, which creates the huge tourism industry and so on and so forth. Or it takes just trade. I mean, it's based on containers. Where would they come from? U.S. Navy. Tous les classiques qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Malthus plus ou moins, tous les classiques de la création de la pensée économique intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néoclassiques, à partir de Léon Walras, en gros Auguste et Léon Walras, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant: qui fait de l'argent? Pourquoi fait-il de l'argent? A-t-il le droit de faire tant d'argent?
Et est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce bon pour la communauté? Est-ce mauvais? Donc il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Et cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néoclassique, laquelle pensée néoclassique a ouvert la voie, le chemin à la pensée néolibérale, laquelle pensée néolibérale a ajouté à la pensée néoclassique, en plus de cette espèce de décret scientifique, nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique, nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit, nous comptons, nous observons, nous classifions, mais nous nous gardons bien de porter un jugement, car la physique, qui est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. La force de l'économie, c'est qu'elle arrive voilà, comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation. Peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation ait accru les inégalités de façon phénoménale et conduit à la misère un certain nombre de gens dans des pays, ait accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et créé une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène, et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale. Peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même. Vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, eh bien, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voilà, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr. Voilà. Quand l'idée d'éducation nationale est apparue, en gros, c'est au 18e siècle. Au 18e siècle, dans la foulée de la Révolution française puis des États-nations en Europe, est apparue l'idée que un espace démocratique public va supposer des gens informés de ce qui se passe dans le monde et va supposer des gens qui ont été habilités à réfléchir, à discuter, à prendre part à des discussions politiques. Il y avait deux institutions fondamentales pour assurer ça. Il y avait deux lieux là, par lesquels on va assurer que les gens soient capables de devenir, on employait le mot citoyen à l'époque pour désigner ça. C'était l'éducation, qui a donc comme fonction, pas la seule, mais une de ses fonctions importantes, c'est de former des citoyens, c'est de préparer des citoyens. De l'autre côté, les médias. On reviendra sur les médias peut-être plus tard dans la discussion, mais autour de l'éducation, c'est vrai qu'une des missions en droit, ça veut pas dire que dans les faits, ça a été bien joué, là. Ça veut pas dire que ça a été réalisé correctement non plus. Mais en droit, une des missions de l'éducation, c'était de former des citoyens, c'est-à-dire d'habiliter des gens à être capables de prendre part à des débats politiques en étant informés, puis en étant capables de penser aux questions politiques au-delà de leurs intérêts particuliers. C'était ça la chose importante. Pas de penser aux questions politiques, pas intervenir dans un débat économique, socio-politique du point de vue de mes intérêts égoïstes. Être capable d'en parler du point de vue du bien commun, du point de vue de l'intérêt collectif. L'éducation visait à former ça. Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important de l'éducation, qu'il était important de se l'approprier. On peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'ils pénètrent le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes. Ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée dans le système d'éducation. Pourquoi ils font ça?
Alors, pourquoi ils le font? Mais les réponses sont assez simples. Hein. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un marché, l'éducation. C'est extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de s'approprier ce pan-là de l'activité sociale et économique parce que c'est rentable. Ensuite, ça permet de s'approprier du cerveau des enfants. On peut le dire aussi brutalement que ça. Hein. Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des gens. Alors, c'est une chose extrêmement crucial, hein, extrêmement grave que de pouvoir s'emparer du cerveau des enfants. Ça demande une forte justification, et je suis pas sûr qu'on puisse en donner une simplement, une justification à ce fait-là. Mais quand les entreprises pénètrent le monde de l'éducation, ils visent à s'approprier du cerveau des enfants. C'est-à-dire ils visent à transformer les sujets qui sont là. Et là, à partir de ce moment-là, on voit dévier de la formation vers la citoyenneté, du sens du bien commun. La formation, on la voit dévier vers les intérêts des entreprises privées qui s'approprient le monde de l'éducation. C'est pas la même chose quand on pense le monde du point de vue de la culture, du point de vue du savoir, en extériorité, que quand on le pense du point de vue de ce que nous donne telle ou telle entreprise. Tu comprends? Et donc, ce deuxième élément-là est toujours présent. Donc, appropriation de marché, appropriation du cerveau des enfants, et ensuite préparation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'éducation va aussi de plus en plus, dans la perspective que je suis en train de décrire, perdre ces autres fonctions de préparation à la vie civique, d'ouverture vers le monde, de pur plaisir de compréhension puis de connaissance désintéressée pour s'orienter vers l'asservissement au marché, c'est-à-dire la préparation de l'ensemble des sujets qui sont éduqués pour des fonctions économiques. L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Puis on a vu ça depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, hein, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Channel One, c'est une compagnie donc américaine, maintenant cotée en bourse, et qui a lancé ce projet qui consiste à aller voir les écoles, qui évidemment manquent d'argent, et leur dire, on va vous proposer du matériel, parce que vous en avez plus, on va vous fournir des télévisions, des magnétoscopes. En échange de quoi, vous allez passer pendant X minutes, je pense que c'est 20 minutes par jour, des émissions à portée pédagogique que nous préparons. Alors, c'est des émissions qui, par exemple, peuvent expliquer l'actualité aux enfants. Alors, l'intérêt, évidemment, d'une chose comme celle-là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle captive. Pendant X minutes par jour, donc, les émissions sont proposées. Et vous devinez qu'à travers ces émissions-là, il y a des publicités qui sont passées. Alors, on va mettre quelques minutes de publicité qui permettent à des annonceurs de s'adresser dans un contexte, dans un climat extrêmement privilégié à cette clientèle captive. Alors ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Chez nous, on a tenté de l'implanter. La compagnie s'appelait Athéna au Canada qui a tenté d'implanter ça. Ils ont fait des efforts soutenus pendant quelques années et largement les gens ont refusé ici. Les commissions scolaires ont refusé. Il faut dire qu'on n'est pas dans l'état de financement des services publics qu'on trouve aux États-Unis. Mais ça représente un autre des assauts contre l'éducation qui est mené en ce moment. Et ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, selon les pays, les régions. La compagnie Mobile présente des programmes sur l'énergie. Alors, vous allez apprendre la protection de l'environnement avec Mobile, comme vous allez pouvoir apprendre la nutrition avec NutraSweet. Je ne l'invente pas, mais NutraSweet a un programme pour apprendre la nutrition aux enfants. Comme vous allez apprendre les vertus de l'ALENA avec une GM. Comme vous allez apprendre la protection des forêts ou de l'environnement avec des compagnies qui sont principalement responsables de la déforestation. Donc, ultimement, ce modèle-là se répercute là, du primaire jusqu'à l'université. Ce qui fait que, ultimement, on pourrait avoir je le dis à moitié en blague, là, mais des départements d'écologie dans les universités qui vont être des endroits où on va justifier la pollution. Et c'est ça qui est troublant. C'est la perte de sens de certaines activités intellectuelles puis humaines que ça entraîne. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je prends juste cet exemple, est efficace, parce qu'ils ont fait 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr.
Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre.